1690. Un navire somptueux s'apprête à faire parler sa poudre. Navire amiral de la flotte française du Ponant, symbole du pouvoir de droit divin de Louis XIV. Voici le Soleil Royal. Le roi Soleil doit affermir son pouvoir divin. C'est dans cette optique que le Grand Henri, en référence à Henri IV, nommé plus tard le Soleil Royal, est construit. Construit à l'arsenal de Brest entre 1668 et 1670 par l'ingénieur Laurent Hubach, le Soleil Royal est mis à l'eau en 1669, mais reste à quai plusieurs années avant d'entrer en service. Il est armé de 98 à 104 canons, possède 3 mâts et 3 ponts. C'est un mastodonte de son époque. C'est bien qu'il fut décidé qu'en 1690, ce navire soit le navire amiral de la flotte de l'Atlantique, appelé la flotte du Ponant. À sa tête, le vice-amiral Tourville. Ayant déjà combattu les Barbaresques et les Turcs en Méditerranée, il acquiert rapidement une expérience en combat et devient un redoutable adversaire pour les ennemis de la France. En Angleterre, en 1689, le catholicisme et les politiques pro-françaises du roi Jacques II ne sont pas au goût de l'élite anglaise. Il sera renversé au profit de Guillaume III, dit Guillaume d'Orange, alors lui-même stadhouder, c'est-à-dire chef militaire et politique de plusieurs provinces néerlandaises. Pour aider le roi d'Angleterre déchu à reprendre son trône, Louis XIV envoie sa flotte du Ponant et du Levant soutenir un débarquement en Irlande. Tourville, qui commande alors les deux flottes, part de Brest à bord du Soleil Royal. Il rencontre la flotte anglo-néerlandaise près du cap de Bévésier le 10 juillet 1690. Les navires de cette époque formaient des lignes. Ceux d'avant-garde étaient rapides et manœuvrables pour tester les réactions. Ceux du centre étaient les navires de ligne les plus puissants. Ceux de l'arrière-garde soutenaient les lignes et intervenaient en cas de rupture. La stratégie de Tourville est simple mais audacieuse. Foncer droit dans le centre de la ligne ennemie pour couper la flotte en deux. L'avant-garde hollandaise est alors encerclée rapidement par les Français. Les Anglais, eux, trop prudents, ne soutiennent leurs alliés que mollement. Le Soleil Royal, lui, est au milieu du dispositif français. Il tient les Anglais à bonne distance et inflige des dégâts à longue portée. À la mi-journée, la marée s'inverse. La flotte anglo-néerlandaise se retire facilement. Tourville est aussi prudent. Il décide de prendre en chasse la flotte, mais en ordre de bataille, ce qui ralentit les manœuvres. La flotte est maintenant hors de portée. Les Anglais se sont échappés. Néanmoins, la victoire revient aux Français, qui contrôlent désormais la Manche. Aucun navire n'est perdu, alors que les Hollandais, eux, ont essuyé la perte de 17 vaisseaux. Malgré cela, Tourville est vivement critiqué pour ne pas avoir pu détruire entièrement la flotte ennemie. Deux ans après, malgré des difficultés de recrutement, Jacques II peut quand même faire embarquer 20 000 de ses hommes dans le Cotentin, direction l'Irlande. Après la réparation de ses navires, Tourville doit donc sécuriser la Manche, mais sans la flotte du Levant, qui, elle, est en retard. Le 29 mai 1692, la flotte anglo-néerlandaise est aperçue au large de Barfleur. Tourville décide donc de forcer le dispositif ennemi pour couper la flotte en deux. Cependant, il a 2 fois moins de navires. Il est 10 heures quand les premiers coups de canon se font entendre. La flotte française, et particulièrement le Soleil Royal, se bat courageusement à 2 contre 1 pendant près de 12 heures. Les Anglais, eux, perdent beaucoup d'hommes et de navires, dont 5 brûlots coulés par le Soleil Royal. Les Français, de leur côté, n'ont perdu aucun navire, mais ceux-ci sont trop endommagés pour poursuivre le combat. Tourville décide donc de se retirer à Saint-Malo, où les fortifications côtières pourraient protéger la flotte. Mais la flotte française est dispersée. 29 navires sont isolés et n'ont qu'une solution pour échapper aux ennemis. Ils doivent passer par le Raz Blanchard. Mais ce passage est très dangereux, car parsemé de turbulences, de courants et d'autres écueils rocheux. Par chance, un pêcheur du nom de Hervé Riel connaît la région et guide les navires jusqu'à Saint-Malo, sans aucune perte. Un simple pêcheur devenu héros de la marine. On peut voir ici la statue de Hervé Riel dans sa commune d'origine, le Croisic. De son côté, le Soleil Royal est mal en point. Tourville est contraint de l'abandonner pour monter à bord de l'Ambitieux. Le Soleil Royal s'échoue à la pointe du Homais. Il résiste seul à 17 navires anglais pendant plusieurs heures. Il met même à mal le navire du contre-amiral anglais de Laval. Au bout d'un moment, un brûlot, c'est-à-dire un petit navire rempli d'explosifs, se fracasse sur la coque du Soleil Royal. Celui-ci s'embrase et saute, alors qu'il tire encore.
L'explosion éparpille devant Cherbourg de nombreux débris. On ne compte qu'un seul survivant. Ce fut l'ultime éclat de lumière du Soleil Royal. Le nom de Soleil Royal sera donné à plusieurs navires de la Marine royale par tradition. En 1692 pendant la guerre de succession d'Espagne et en 1749 où il participera à la guerre de 7 ans. Le design et les aspects techniques changent d'un navire à l'autre. Par exemple, le dernier navire Soleil Royal a une forme plus plate et ne possède que 2 ponts, pour limiter le coût et concurrencer la marine anglaise. À la fin de la monarchie, on cesse d'utiliser le nom de Soleil Royal. La République puis l'Empire ne préférant pas se référer à l'Ancien Régime. Aujourd'hui, le Soleil Royal est un navire prisé par les maquettistes du monde entier pour son allure magnifique et ses détails somptueux. Ce nom est porteur d'un symbole, celui de l'absolutisme de Louis XIV. Il est aussi le symbole d'une puissance magnifique et d'une résilience acharnée.